Ferragosto le jour où l'Italie s'arrête. Lors de ce jour férié, les Italiens font une pause dans leur travail et leur routine. Nous sommes le 14 août 2018, la veille du jour férié, et le temps est tout sauf ensoleillé à Gênes. Une pluie torrentielle s'abat sur la ville, mais les habitants ne laissent pas la super tempête les empêcher de se diriger vers les belles stations balnéaires le long de la côte de la mer de Ligurie. Le pont Morandi est animé par la circulation. Il porte l'autoroute A10, l'artère de transport de la Riviera italienne du Nord, qui relie également l'Italie à la France. Des milliers de passagers traversent le pont. L'un d'eux est le chauffeur de camion Luigi Fiorio, dans son Volvo FM 300 bleu et vert. Il pleut des cordes, mais Fiorio a une livraison à effectuer. Un éclair frappe l'une des tours du pont alors qu'il s'en approche. Quelques secondes plus tard, à travers l'épaisse brume de pluie, Fiorio remarque un véhicule disparaître dans l'asphalte. Soudain, il se rend compte que le pont s'effondre devant lui. Il appuie de toutes ses forces sur les freins et arrête son camion à seulement quelques mètres du gouffre. Luigi frôle la mort, mais parvient à s'éloigner de son véhicule en courant. Il court sans se retourner, pas avant d'avoir atteint un terrain solide. Quand la pluie s'abat sur lui, il aperçoit le pont et est submergé par l'incrédulité, réalisant le désastre auquel il a survécu. Le pont Morandi était l'un des symboles de Gênes, surnommé le pont de Brooklyn. Le pont à aubane à travées multiples ressemblait vaguement au célèbre ouvrage new-yorkais. Il avait une longueur de 1182 mètres traversant la vallée du fleuve Polcevera à une hauteur de 45 mètres. Setso lekra roleftilite watar. Le pont était soutenu par des piliers en béton armé et 3 pylônes en forme de V inversés de 91 mètres de haut. Chaque tour soutenait 4 haubans s'étendant de chaque côté du tablier du pont. Le viaduc de Polcevera, comme on l'appelait officiellement, a été construit en 1960, l'âge d'or de l'économie italienne, pour contourner le centre-ville de Gênes, alors congestionné par la circulation. La hausse du commerce et du niveau de vie a rendu une meilleure connectivité nécessaire. Les Italiens ont lancé la construction d'autoroutes. Gênes est devenu un carrefour reliant la Riviera Ligure au sud de la France et aux villes italiennes du nord, Turin et Milan. Le pont, qui était en réalité un viaduc, a été conçu par le célèbre ingénieur italien Riccardo Morandi, dont il porte le nom. Il a fallu 4 ans pour le construire, de 1963 à 1967, lorsque le président italien Giuseppe Saragat l'a inauguré. Le pont Morandi était une autre réussite de l'ingénieur, après qu'il soit devenu célèbre pour la construction du pont général Rafael Urdaneta au Venezuela. Bien que beaucoup plus long, le pont vénézuélien était similaire dans sa conception de base. Ils étaient tous deux des ponts à haubans construits en utilisant du béton armé et précontraint. Riccardo Morandi était le pionnier de l'utilisation du béton précontraint en ingénierie. Comme le mot lui-même l'indique, ce type de béton est soumis à des contraintes pendant sa production. En effet, des câbles de haute résistance à l'intérieur du volume de béton sont tendus avant que le béton ne se solidifie. Une fois que le béton est solidifié, les câbles sont relâchés, appliquant ainsi une contrainte de compression à la structure en béton. Ainsi, la tension des câbles compense les forces de compression générées par la charge sur la structure en béton. Comparé aux structures en béton armé, le béton précontraint est beaucoup plus résistant. Les ingénieurs l'utilisent pour bâtir des ouvrages solides avec moins d'épaisseur et d'éléments porteurs. Il va sans dire que cette technique permet d'économiser de l'argent. Pour cette raison, le béton précontraint a grandement bénéficié à l'économie italienne en plein essor après la guerre. L'industrie manquait d'acier, mais le pays avait beaucoup de matériaux pour fabriquer du béton. Morandi est devenu le gourou de la construction, et sa technique est devenue un symbole de l'architecture italienne, appliquée par des ingénieurs dans tout le pays. Des milliers de viaducs, de ponts, de tunnels et d'autres constructions ont été réalisés en utilisant du béton précontraint. L'un d'eux était le pont Morandi à Gênes. Le tablier et la plupart de la structure étaient en béton armé. Cependant, du béton précontraint a été utilisé pour les haubans, ce qui était assez inhabituel à l'époque. La plupart des ponts suspendus avaient des haubans en acier, mais le pont Morandi les avait logés à l'intérieur d'un caisson en béton précontraint, réduisant ainsi l'utilisation d'acier dans sa construction. Cela a permis aux concepteurs d'obtenir un design distinctif et élancé. Chaque auban était capable de supporter 33 000 livres de charge, ce qui permettait de grandes portées entre les pylônes. Morandi était fier du travail qu'il avait accompli.
tout comme le public. La presse affirmait que la structure en béton du pont ne nécessiterait aucun entretien, pas plus que ses haubaines, qui sont protégées des agents atmosphériques par leur gaine en béton. En effet, le pont allait supporter des charges lourdes au fil du temps. Le trafic augmentait chaque année, atteignant plus de 25 millions de passages par an. Les vacances d'été amènent des touristes sur la Riviera Ligure, ce qui augmente naturellement le trafic. Le mardi 14 août 2018, c'était une journée chargée sur le pont, comme on pouvait s'y attendre. Rien d'inhabituel, pourrait-on dire. Puis tout à coup, à 11h36, le tablier de chaque côté du pylône numéro 9 s'est effondré au point où il était relié au haubans. Comme un château de cartes, le tablier intermédiaire a suivi, puis les haubans, et finalement toute la tour est tombée. Tout s'est passé si vite que les conducteurs qui traversaient le pont n'ont pas eu le temps de réagir. Lors de l'effondrement, une voiture roulant vers l'ouest a été projetée en l'air avant d'être emportée par le pylône. Un camion circulant sur la voie opposée est tombé lorsque le tablier sous ses roues s'est effondré. Le Volvo FM 300 bleu et vert de Luigi Fiorio s'est arrêté à seulement quelques pieds du bord du pont effondré. Il est ensuite devenu un symbole de la catastrophe. Entre 30 et 35 voitures et 3 poids lourds sont tombés du pont. Les conducteurs de chaque côté ont stoppé leur véhicule et se sont enfuis, redoutant l'effondrement total du pont. Au final, seule une partie de 650 pieds de long, maintenue par les haubans du 9e pylône, s'est effondrée. Elle est tombée sur le lit de la rivière Polcevera, sur les voies ferrées, et certaines des structures ont atterri sur des entrepôts appartenant à une entreprise d'ingénierie énergétique. Heureusement, l'installation était presque vide en raison des vacances à venir. L'effondrement a produit un bruit assourdissant, faisant croire aux habitants des immeubles voisins à un tremblement de terre. Mais à leur grande surprise, ils ont vu qu'une section entière du pont manquait. Il ne restait plus qu'un tas de béton. L'accident a donné l'alerte dans toute la ville. Les médecins et les pompiers de tous les hôpitaux et casernes se sont précipités sur les lieux. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose, les morceaux du pont étant trop lourds à soulever sans machine spéciale. Pour ne rien arranger, une forte pluie tombait encore. La nouvelle de la catastrophe s'est rapidement répandue. Plus de 250 pompiers venus de toute l'Italie se sont rassemblés sur les lieux pour aider à secourir les personnes piégées sous les décombres. Ils ont utilisé du matériel d'escalade et des chiens de recherche pour retrouver survivants et victimes. Les secouristes ont soigneusement recherché des survivants pendant 2 jours, déblayant les décombres morceau par morceau. Bien que le temps ait été crucial pour ceux piégés sous des tonnes de béton, accélérer le processus de déblaiement n'aurait fait qu'empirer la situation. Après l'effondrement, de gros blocs de béton ont créé des poches dans lesquelles des personnes étaient piégées. Un déplacement soudain de ces parties risquait de faire s'effondrer les poches. Quand les secouristes trouvèrent des survivants, ils ôtaient sans prudemment les couches de débris qui les recouvraient avec de lourdes grues. Plus de 400 habitants des immeubles situés sous le pont ont été évacués en raison de crainte que d'autres parties du pont ne s'effondrent. Le trafic ferroviaire a aussi été suspendu pour la même raison. La catastrophe était terrifiante. Le fait que 16 personnes aient survécu a été considéré comme un miracle. Un conducteur dont la voiture est tombée du pont s'en est sorti indemne. Même si elle est tombée d'une hauteur de 45 mètres avec des tonnes de béton, la voiture ne s'est pas écrasée et le conducteur s'en est sorti indemne. Malheureusement, 43 autres personnes n'ont pas survécu à l'effondrement. Leurs corps ont été découverts et emmenés à l'hôpital pour identification. 18 ont été enterrés lors de funérailles nationales, le 18 août. L'Italie a été choquée d'apprendre que le pont Morandi s'était effondré sans prévenir. Les experts, cependant, n'ont pas été aussi surpris. Ils savaient que l'effondrement était inévitable. Le pont Morandi souffrait de graves problèmes structurels, dont l'un est apparu dès la première année après son achèvement. Il est devenu évident que les ingénieurs avaient mal calculé le fluage du béton. En conséquence, le béton ondulait dans les 3 dimensions, ce qui a entraîné un tablier bosselé. Le problème a été résolu au milieu des années 80 après plusieurs réparations structurelles. Un autre problème était le vieillissement du pont. Lors de la construction, les éléments en béton précontraint n'ont subi qu'une pression de 10 mégapascales, les rendant vulnérables aux fissures prématurées. En général, un béton de 32 mégapascales est considéré comme un béton à haute résistance et sert pour construire des éléments structurels tels que les ponts. Cela a permis à l'eau de s'infiltrer et de provoquer la corrosion des éléments en acier à l'intérieur. Même Morandi a été surpris de la rapidité avec laquelle son pont se détériorait.
En 1979, il a rédigé un rapport détaillé sur l'état du pont, recommandant aux autorités enlever toutes les traces de rouille sur les parties exposées des armatures, reboucher les zones endommagées avec de la résine époxy et recouvrir le tout d'un élastomère de très haute résistance chimique. Cela permettrait alors d'éviter toute corrosion et détérioration supplémentaire de la structure. Malgré toutes les améliorations et les refontes, le pont a continué à se détériorer rapidement. Dans les années 1990, l'état des haubans était alarmant. Environ 30% des haubans du pylône numéro 11 avaient été rongés par la corrosion, réduisant la charge par hauban de moitié. La société qui entretenait le pont, Autostrade SPA, a été contrainte d'apporter des améliorations sérieuses à la structure. Les haubans du pylône 11 ont été renforcés à l'aide de câbles en acier externe. Les haubans du pylône 10 ont été renforcés au sommet par une gaine en acier. Cependant, le 9e pylône n'a reçu aucun renforcement. Au fil des années, l'état du pont ne s'est pas amélioré et a commencé à susciter des inquiétudes. En 2016, 2 ans avant la catastrophe, Antonio Brenic, expert en construction en béton armé et professeur à l'université de Gênes, a souligné ce que d'autres experts affirmèrent depuis des années. Le pont Morandi était un échec d'ingénierie et devait être remplacé. À ce moment-là, le coût des améliorations apportées au pont dépassait le coût final de sa démolition et de la construction d'un nouveau pont. La même année, le sénateur Maurizio Rossi a adressé une question au ministère des Infrastructures sur l'état du réseau routier à Gênes. Le sénateur Rossi a affirmé que le pont avait fait l'objet d'une défaillance inquiétante des joints, ce qui a rendu nécessaire la réalisation de travaux de maintenance extraordinaires. Sans eux, il y a un risque réel de fermeture. Il a aussi demandé la fermeture du pont Morandi aux poids lourds. En octobre 2017, le professeur Carmelo Gentile du prestigieux Politecnico di Milano a effectué des mesures spécifiques des propriétés acoustiques de la structure du pont. Le rapport du professeur Gentile signale d'importantes anomalies dans les haubans du pylône numéro 9. Pour cette raison, il a suggéré d'installer un système de surveillance afin de effectuer des relevés en temps utile avant qu'un incident grave ne se produise. Mais malheureusement, ni la direction d'Autostrade ni les autorités n'ont prêté attention au rapport. En avril 2018, la société Autostrade a finalement décidé de renforcer la structure du pont, en mettant l'accent sur les pylônes 9 et 10. Un appel d'offres a été lancé pour 21,4 millions de dollars. Les travaux devaient commencer à l'automne 2018, soit environ 6 mois plus tard, et durer 5 ans. Avant le début des travaux, les ouvriers d'Autostrade ont amélioré la sécurité en installant des glissières en béton. Le résultat fut une charge accrue sur le pont déjà fragilisé. Le 14 août, la structure du pont a finalement cédé. Selon le rapport de la commission formée par le ministère des Infrastructures, publié en septembre 2018, la cause de l'effondrement n'était pas la rupture des haubans, mais celle d'autres éléments structurels comme les poutres de rive des tabliers de transition ou les tabliers caissons, affectés par une corrosion avancée. La commission a également noté que le manque de soins lors de la construction du pont a contribué à son effondrement. Au final, le rapport a attribué la responsabilité à la direction d'Autostrade pour avoir sous-estimé le signal d'alerte sans équivoque, minimisé ou dissimulé la gravité de la situation auprès du ministère des Infrastructures et n'avoir adopté aucune mesure de précaution pour protéger les usagers. De toute évidence, l'entreprise chargée de l'entretien du pont était au courant de toutes les défaillances, mais elle hésitait à dépenser des fonds pour le réparer. Malheureusement, il a fallu que 43 personnes perdent la vie pour que les responsables agissent. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte s'est rendu à Gênes pour inspecter le site de la catastrophe. Lors d'un conseil des ministres qu'il a tenu dans la ville, une décision a été prise de déclarer l'état d'urgence pour 12 mois en Ligurie et de débloquer 5 millions d'euros pour répondre aux besoins immédiats. Le gouvernement était sur le point de reprendre le contrôle de la société Autostrade, qui avait été privatisée, chargée des infrastructures. À propos du pont, le gouvernement a décidé de ne plus faire d'amélioration. Il devait être démoli et remplacé par un nouveau pont. Le 28 juin 2019, les pylônes restants, numéros 10 et 11, ont été abattus avec une tonne d'explosifs. 3 jours plus tôt, la construction d'un pont de remplacement, le pont Saint-Georges de Gênes, avait commencé. L'inauguration du nouveau pont au-dessus de la vallée du Polcevera a eu lieu le 3 août 2020. Le Ferragosto de 2018 a été en effet le jour où toute l'Italie s'est arrêtée.
mais pour pleurer les compatriotes qui ont perdu la vie dans une catastrophe d'ingénierie qui aurait pu être facilement évitée. Regardez ensuite cet épisode si vous avez aimé cette vidéo. Veuillez mettre un j'aime et laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.